Eh bien, on va continuer. Alors, plus dans les dérivés cette fois, on va revenir dans le monde merveilleux et mystérieux de des cryptos, en fait. Donc, on a avec nous monsieur Alexandre Sachenko, qui était déjà là il y a 2 ans, sauf erreur. Alors, on refait le point sur les cryptos. Voilà, Alexandre, je te prie de bien vouloir venir. Salut. La route est à toi. Merci. Merci pour l'accueil. Alors effectivement, la dernière fois que je suis venu, la France perdait contre la Suisse à l'euro. Et maintenant, je reviens, la France est en guerre civile. Donc franchement, ça fait toujours du bien de venir en Suisse. Merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on va parler même plus spécifiquement de Bitcoin, parce que la dernière fois, effectivement, j'ai parlé de crypto en général, qui est une forme de classe d'actifs, mais contre laquelle on pourrait avoir des arguments. Je pense que ce n'est pas une classe d'actifs homogène et que c'est une erreur d'essayer de l'analyser comme un tout général. Donc aujourd'hui, je me focalise vraiment sur Bitcoin, qui est la crypto la plus ancienne, qui est la plus valorisée, qui est la plus sécurisée et qui est, selon moi, vraiment autre chose. C'est-à-dire qu'il y a le Bitcoin et puis il y a les cryptos à côté. Aujourd'hui, je vais l'aborder sous l'angle du fondamental, donc pas de chartisme, pas d'analyse technique. Je crois que Vincent en a fait un petit peu ce matin. Moi, je viens essayer d'expliquer pourquoi je pense que ça ne vaut pas zéro, mais je ne viendrai jamais vous dire est-ce que ça vaut 50 000, 100 000, 300 000, 1 million ou plus. Ce préambule étant fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses. D'abord, pourquoi Bitcoin? Donc pourquoi ça existe? Pourquoi ce truc-là a une origine et une utilité? Ensuite, Bitcoin aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le monde? Est-ce que c'est vraiment un truc de geek libertarien dans un garage ou pas? Et puis, troisièmement, l'angle gestion d'actifs, c'est-à-dire sa place dans un portefeuille. Est-ce qu'il a une place prépondérante, absente, un petit peu, pas beaucoup? Pourquoi? Pour qui? On verra tout ça après. On commence tout de suite avec pourquoi Bitcoin. Donc là, c'est vraiment la partie pourquoi ce truc-là vaut pas zéro. En fait, pourquoi il veut pas mourir en fait. C'est plutôt ça la vraie question. Ça fait 15 ans que globalement, tous les ans, eh bien, l'entièreté du gratin mondial pense que l'an prochain, Bitcoin va mourir. Et puis tous les ans, eh bien, l'année d'après, Bitcoin n'est pas mort. Et en règle générale, quand on regarde dans le rétroviseur, eh bien, il est même en train de surperformer un peu tout le monde. Donc c'est quand même frustrant d'avoir ce genre de choses qui se passent sous nos yeux, alors même que des prix Nobel, des gens Tyrol, etc., continue de dire non, c'est une bulle spéculative qui va mourir l'an prochain. Donc pourquoi est-ce que ce truc-là ne veut pas mourir? Pourquoi est-ce qu'il y a quand même une valeur fondamentale derrière? Alors la valeur fondamentale, elle pourrait être expliquée très rapidement avec ce graphique, mais je vous rassure, j'en parlerai un peu plus en détail juste après. Ce graphique, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat du dollar dans le temps, tout simplement. Depuis la création de la Fed en 1913, donc depuis 1913, vous constatez que globalement la courbe, elle est plutôt tendanciellement vers le bas. J'aurai l'occasion d'en parler un tout petit peu après, mais en gros, le Bitcoin est une tentative de solution, de proposition de solution, après chacun est libre d'y croire ou pas, c'est une autre affaire, mais à ce gros problème que vous avez sous vos yeux, c'est-à-dire que les monnaies, depuis notamment le XXe siècle, sont construites pour perdre de la valeur dans le temps, alors même que si on regarde les définitions à moitié consensuelles des économistes, normalement quand on parle de la monnaie, on lui attache quand même une fonction principale, c'est celle de la réserve de valeur. Donc comment expliquer qu'aujourd'hui, si vous me demandez est-ce que tu aurais un actif dont tu pourrais mettre ta main à couper, comme quoi demain il vaut moins qu'aujourd'hui? Eh ben, je vous réponds la monnaie. Alors même que sa caractéristique fondamentale, c'est censé être de protéger la valeur dans le temps. Cette chose-là est une contradiction fondamentale qui a été notamment introduite au XXe siècle, et on aura l'occasion d'y revenir juste là. Donc, si j'essaye de découper ce dont je parle en 3 temps. D'abord, je vais essayer d'expliquer le problème, parce que effectivement, moi, je viens en Suisse. Vous avez peut-être une des dernières banques centrales du monde qui pense que défendre sa monnaie, c'est intéressant. Et donc, forcément, vous êtes peut-être moins exposé à ce problème-là, mais le reste de l'humanité vous regarde avec beaucoup d'envie. Ce qui se passe depuis le XXe siècle sur la monnaie, c'est 3 choses en particulier qui nous ont fait passer d'un concept de monnaie dite preuve à un concept de monnaie dite promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'au XXe siècle, globalement, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et vous l'avez vu sur le graphique tout à l'heure, l'énorme trou qu'on a en premier, c'est la Première Guerre mondiale.
c'était une marchandise en règle générale. Ça pouvait être un métal précieux, ça pouvait être du sel, ça pouvait être des épices, ça pouvait être des coquillages, ça pouvait être de l'or, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'était une marchandise. Et en règle générale, plus elle était rare, plus elle était précieuse, mieux c'était pour préserver sa valeur dans le temps, ce qui fait qu'au 19e siècle, on payait globalement tous en or. C'était l'étalon or, la période où l'or régnait en maître au niveau mondial. Ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est qu'avec la prépondérance qu'ont commencé à prendre les banques centrales, et surtout avec les 2 guerres mondiales qui ont complètement dévasté les économies industrielles, eh bien, il fallait inventer de l'argent que personne n'avait. Et donc, on s'est mis à créer beaucoup plus d'argent qu'en réalité, on ne pouvait se permettre d'en payer. Et donc, notamment la Banque d'Angleterre, puisqu'à ce moment-là, le pound était quand même dominant au niveau mondial, s'est mise à faire sortir la planche à billets, qui est maintenant devenue dans le langage courant la planche à billets, pour financer la guerre. Les États-Unis ont fait la même chose, la France a fait la même chose, tout le monde a fait la même chose. Et évidemment, quand on multiplie la quantité de monnaie alors qu'en face, il n'y a pas forcément plus de richesses qui ont été créées, eh bien, on s'attend à détruire la valeur de la monnaie dans le temps. Ça s'appelle l'inflation en version simple. Évidemment, je ne veux pas relancer le débat sur l'inflation ici, mais globalement, on détruit la valeur de la monnaie. Et ça veut dire qu'on passe, notamment en 71, vous avez Nixon de mémoire qui se présente à la télé et qui dit « Désolé, les Américains ne rembourseront pas l'or qu'ils doivent au monde, nous faisons défaut ». Et donc depuis 71, depuis une cinquantaine d'années, contrairement aux 2500 ans qui ont précédé, nous vivons dans un système de monnaie dite fiat. Et donc cette monnaie, eh bien, elle vaut ce que vous pensez que ça vaut. Point. Il n'y a plus rien derrière. J'en veux pour preuve les 2 petits billets que je vous ai mis en bas à gauche, c'est-à-dire un billet de dollar du début du XXe siècle et un billet de dollar d'aujourd'hui. Vous remarquerez que, alors vous ne le remarquerez pas parce que c'est trop petit, mais je vous le dis, il y a sur le billet en haut un énorme gold certificate et surtout en dessous il y a écrit 20 $ et une toute petite phrase qui dit payable au porteur s'il se présente à la Fed en or ou en argent. Évidemment aujourd'hui cette mention a disparu. 1 $ ça vaut quoi? Ça vaut 1 $. Et ça tourne en rond. Donc tant que vous croyez que ça vaut 1 $, eh bien ça vaut 1 $, c'est formidable. Donc ça, c'est un énorme shift qui a eu lieu au XXe siècle, c'est qu'on est passé des monnaies basées sur quelque chose à des monnaies basées sur la confiance future dans votre capacité à rembourser des emprunts, puisqu'aujourd'hui la monnaie est créée par le crédit. Quand vous faites un crédit immobilier, la banque crée de l'argent. Et donc on est passé de cette preuve d'un travail effectué, parce que si je vous sors une pépite d'or, j'ai la preuve que j'ai dépensé de l'énergie et je vous la donne. Et aujourd'hui, j'ai une promesse de travail effectué, qui est le crédit et ma capacité à le rembourser. Donc ça, c'est vraiment un shift très fondamental. Le deuxième sujet, c'est qu'on est passé de la propriété à la dette. Et ça, c'est notamment vrai avec la bancarisation. C'est un chiffre que je prends souvent pour la France. Je l'ignore pour la Suisse, désolé, mais en France, dans les années 60, il y avait 6 millions de comptes bancaires pour 50 millions d'habitants. 50 ans plus tard, on est à 99% de taux de bancarisation. Tout le monde a un compte bancaire. C'est même obligatoire dans la loi d'avoir un compte bancaire pour toucher son salaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire? Eh bien, quelque chose d'assez fondamental qu'on a du mal à percevoir parfois, c'est qu'on passe de l'argent qu'on possède chez soi dans un bas de laine, dans un coffre ou sous son lit, à de l'argent qui se trouve à la banque. Mais l'argent qui se trouve à la banque, ce n'est pas le vôtre. L'argent qui se trouve à la banque, c'est une dette de la banque à votre égard. Et d'ailleurs, certains pays s'en souviennent très bien. Je pense à Chypre il n'y a pas si longtemps que ça, je pense au Liban encore plus récemment, où vous vous connectez sur votre compte bancaire, il y a bien écrit que vous possédez de l'argent, mais vous ne pouvez pas le retirer. Donc ça, c'est quelque chose qui, effectivement, ne s'est pas encore produit en Suisse, Dieu merci, mais qui se passe de manière finalement pas si exceptionnelle que ça dans d'autres pays du monde, qui amène les gens à comprendre la distinction entre un actif et une dette. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que dans l'affaire, vous avez rajouté une intermédiation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les paiements de pair à pair, où quand vous donnez un billet en cash ou de l'or, en fait, il n'y a pas d'intermédiation. Je donne directement cette chose-là à quelqu'un. Aujourd'hui, quand vous voulez faire un paiement dans le monde numérique, vous ne pouvez pas le faire sans un intermédiaire. Ça peut être Visa, PayPal, Mastercard, Swift, une banque, qui vous voulez, mais il y aura un intermédiaire nécessairement. Et ça, forcément, tant que tout va bien, et puis le jour où on commence à vous demander beaucoup d'autorisations, où on vous interdit certains types de paiements, on vous demande des justificatifs, voire on bloque votre compte, c'est là aussi qu'on se rend compte que l'intermédiation, ça peut avoir du bon, et ça peut avoir du mauvais. Ça, c'est les problématiques auxquelles Bitcoin vise à répondre. Mais donc, en disant ça, je dis aussi quelque chose de très important, c'est que votre perception de l'utilité de Bitcoin dépend de votre exposition à ces problématiques. Si vous êtes en Suisse avec une banque centrale qui fait son travail, des virements qui se passent bien, du sans contact en 2 secondes et que tout se passe bien, vous êtes bancarisé ou on ne vous a jamais volé votre argent, vous êtes beaucoup moins exposé à ces problématiques-là
qu'un Argentin moyen avec ses 120% d'inflation, du contrôle d'échange et l'incapacité d'ouvrir un compte bancaire. Évidemment, on ne parle pas du tout des mêmes situations. Donc gardez ça en tête, je vous montrerai tout à l'heure, mais l'adoption de Bitcoin, en règle générale, elle est prospère dans les pays où l'inflation est forte, où la bancarisation est faible, etc. etc. Bitcoin, c'est deux choses. Au milieu, c'est un système technologique. Donc je ne parle même pas encore du côté c'est un actif qui vaut quelque chose. C'est un système technologique qui permet de payer en ligne. C'est d'ailleurs le titre original de papier que notre ami Satoshi Nakamoto, qui est donc le pseudonyme du créateur de Bitcoin, a publié un papier qui s'appelle « Un système électronique de cash pair à pair ». Donc ça sert à payer. Globalement, je peux aujourd'hui sortir mon téléphone, faire une transaction à Kuala Lumpur, dans 10 minutes elle sera finale, réglée, c'est fini. Je ne connais pas de système de paiement international qui me permet de faire ça aujourd'hui. En règle générale, si vous faites un virement hors zone CEPA par exemple, vous devez attendre plusieurs jours ouvrés. Ça peut prendre un certain nombre de problématiques. Vous n'avez pas de système de paiement qui soit mondial 24 sur 24, 7 jours sur 7 et qui fonctionne aussi bien que Bitcoin aujourd'hui. Maintenant, évidemment, le système de paiement tout seul n'est rien si je ne rajoute pas la couche actif, parce que c'est cette couche-là surtout qui se construit vis-à-vis des problématiques que je vous ai mentionnées. Et là, on a un actif numérique, qui est déjà en soi un concept intéressant, puisque jusqu'à présent, je vous ai dit que dès que vous êtes dans le monde numérique, vous n'avez pas d'actif, vous avez des passifs. Cet actif numérique, il est presque pour mimer l'or, c'est-à-dire pour être une alternative par rapport aux problématiques que je vous ai mentionnées au début, c'est-à-dire c'est une forme de marchandise numérique, elle est limitée, elle est rare, je ne peux pas en créer autant qu'on veut, je ne peux pas la manipuler. C'est une propriété au sens où je peux la posséder en propre. Je peux avoir mon portefeuille dans ma poche, alors qu'aujourd'hui, vous avez dans votre poche, c'est un compte chez quelqu'un. Bitcoin, quand je l'ai dans ma poche, je l'ai dans ma poche, il n'y a que moi qui l'ai. C'est comme un vrai portefeuille avec du cash où on ne peut pas vous censurer, vous n'avez pas demandé l'autorisation avant de sortir un billet de votre poche. Donc ça, c'est les caractéristiques qui rendent Bitcoin intéressant, incensurable, je ne demande pas d'autorisation, inaltérable, rare, divisible, transférable, portable, évidemment c'est numérique nativement, donc c'est un des objets les plus transférables du monde. Donc ça, c'est les problématiques fondamentales. Je réitère mon propos ici, si vous n'en avez pas besoin, c'est tout à fait possible que vous n'ayez pas besoin de ça. Mais par contre, quand vous dézoomez à l'échelle mondiale, le nombre de personnes qui sont exposées aux problèmes dans la première catégorie est absolument monstrueux. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça résonne particulièrement chez un certain nombre de personnes qui y trouvent soit un intérêt pour faire du paiement, soit un intérêt pour se protéger de monnaies fiat dont ils considèrent qu'elles perdent leur valeur dans le temps, soit les deux, soit d'autres personnes qui disent « j'en ai pas besoin, je m'en fiche, je m'y expose pas ». Tant mieux pour eux, pas de problème. Mais en tout cas, c'est ça la proposition de valeur de Bitcoin. Maintenant, si on regarde quelques chiffres, parce qu'une fois que je vous ai dit ça, ok, c'est très théorique, super, mais ça ressemble à quoi aujourd'hui Bitcoin? Donc quelques petits chiffres. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est un peu plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde. J'ai le chiffre pareil pour la France. Il y a 12% de Français aujourd'hui qui ont des cryptos, de manière générale. Et pour vous donner un ordre de comparaison, c'est plus que la proportion de Français qui ont des actions en propre. Donc il y a plus de Français qui ont des cryptos que de Français qui ont des actions. Aux États-Unis, c'est 20%. Aux Pays-Bas, je crois que c'est 17 ou 18. Donc on est dans ces ordres de grandeur-là, selon les pays. Il y a d'autres pays, typiquement au Nigeria, on est plutôt proche de 40 ou 50%. Parce qu'au Nigeria, la monnaie s'effondre, le gouvernement est un peu en train de s'effondrer aussi, le gouverneur de la Banque centrale est en prison, enfin bon, on est sur un autre environnement. Donc 500 millions d'utilisateurs dans le monde, le comparatif aussi, c'est de se dire, vous connaissez combien de zones monétaires avec plus d'utilisateurs que ça? Pas tant que ça. Il y a le dollar, il y a l'euro, il y a le yuan, il y a la monnaie indienne, la roupie, le yen. Non, même pas, non. Il n'y en a pas tant que ça, en réalité. Donc on est plutôt dans le haut du panier en termes d'utilisateurs de monnaie. En termes de valorisation, 1400 milliards de dollars, donc on est dans le top 10 des actifs les plus valorisés de la planète. C'est pareil, là on est sorti des 3 geeks du garage, hein, clairement. Globalement, il y a les GAFA au-dessus. Il y a deux métaux précieux, il y a l'or et l'argent. L'argent est juste au-dessus de Bitcoin dans le classement. Mais il n'y a pas grand-chose non plus qui aujourd'hui vaille plus que Bitcoin sur la planète. Je continue les petits chiffres. 40 milliards, c'est aujourd'hui les actifs sous gestion des ETF Bitcoin aux États-Unis qui ont pourtant été ouverts qu'en janvier de cette année. Donc je vous aurai une slide dédiée tout à l'heure à ça, mais en version très simple, c'est le record qui a jamais été établi par un ETF pour atteindre cette capitalisation. Même l'or, les actions, rien n'a fait aussi bien en termes de performance depuis la création des ETF. 275 milliards, c'est le volume cumulé en 6 mois, en 5 mois d'ailleurs.
Il y a un pays qui en a fait sa monnaie nationale, donc le petit Salvador, qui aujourd'hui, vous pouvez payer en bitcoin au Salvador, les impôts, vous faites ce que vous voulez, c'est la monnaie légale, au même titre que le dollar américain. Mais aussi, les deux petits chiffres à droite que vous voyez, ce sont des aspects non pas actifs, mais système de paiement. Parce que ce n'est pas qu'un actif, c'est aussi un système de paiement. Et là, vous voyez 44 milliards de volume de transactions quotidiens sur Bitcoin. Il y a des gens qui s'en servent quand même. Et là, je ne vous parle même pas, parce que c'est le chiffre d'en dessous, je ne vous parle même pas des échanges qui se font sur les bourses, sur les places de marché. Là, je vous parle que du système de transaction. Donc, qu'est-ce que je sous-entends par là? Étant donné que c'est un système pour lequel il faut payer des frais, c'est que vous avez 44 milliards de transactions qui sont faites tous les jours, de gens qui sont prêts à payer pour utiliser ce système. Ce n'est pas juste des gens qui spéculent et qui ont envie de vendre et d'acheter. Ça, c'est plutôt en bas, des gens qui spéculent et qui ont envie d'acheter. 12 milliards supplémentaires à rajouter. Donc, je vous donne ces chiffres pour situer, parce que souvent, quand je parle de Bitcoin, une des premières réflexions ou réactions, c'est de dire « ce truc de geek dans un garage ». Non, en fait. C'était vrai il y a 10 ans. Ce ne l'est plus. Aujourd'hui, ça devient un actif qui, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est mainstream, mais ça devient difficile de l'ignorer. Donc c'est à ce titre-là d'ailleurs que je vous fais une petite parenthèse par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, puisque ça ne nous aura pas échappé, nous sommes en pleine campagne américaine. Aux États-Unis, c'est devenu un enjeu de campagne. Donc vous avez les chiffres que je vous mets ici, vous avez 19% des électeurs démocrates, 18% des républicains qui détiennent des cryptos. Ils prévoient pourtant de voter à 48% Trump et à 39% pour Biden, ce qui est quand même curieux. Ils sont démocrates majoritairement, mais ils vont voter pour Trump. Pourquoi ? Parce que Biden, depuis 1 an et demi, il raconte que Bitcoin, ça sert à rien. Et donc, il s'aliène des électeurs qui sont pourtant démocrates et deviennent prêts à voter pour Trump. Donc, sur 20% des électeurs, un électeur sur 5, ça commence à faire un petit peu cher la posture sur Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Biden récemment ? Il a changé d'avis, tout simplement. Et donc maintenant, ils sont tous les deux à dire que Bitcoin, c'est formidable. Donc, ils sont dans une surenchère, là, depuis 2 semaines. Encore aujourd'hui, Trump vient de dire « je veux que tous les Bitcoins soient minés aux États-Unis, etc. » Enfin, ils sont partis, probablement qu'ils n'en croient pas un mot, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, c'est devenu aussi un enjeu électoral. C'est probable que ça le devienne dans le futur en Europe, pas tout de suite. Encore une fois, nous, on n'est pas encore à 20, on est plutôt entre 12 et 15, mais ça va mécaniquement se poser comme question, y compris pour les politiciens. Autre argument, c'est que maintenant, les institutions financières sont exposées à Bitcoin, et en particulier les américaines. Donc, je vais faire ma petite transition avec ce petit graphe. Ça, ce sont les performances comparées des ETF en termes de nombre de jours qu'il a fallu pour atteindre 10 milliards d'actifs sous gestion. Le précédent record, c'était le GEPQ, qui avait mis 647 jours. Ce record a été absolument pulvérisé par l'ETF Bitcoin de BlackRock, qui a atteint le record en 49 jours. Donc en 49 jours, il avait déjà 10 milliards d'actifs sous gestion. Le deuxième à l'avoir fait, parce qu'ils sont une dizaine à proposer des ETF Bitcoin, c'est FBTC, qui l'a atteint en 77 jours. Et on est arrivé aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, à 40 milliards de cumulés. Donc, à partir du moment où vous avez un BlackRock qui a déjà 20 milliards en Bitcoin, forcément BlackRock aussi change de discours. Il y a 5 ans, c'était le truc pour terroristes qui devait s'effondrer. Aujourd'hui, c'est très intéressant, c'est vraiment l'actif de réserve du demain. Larry Fink a complètement changé d'avis sur Bitcoin. Parce qu'il y est exposé à hauteur de 20 milliards, donc maintenant, c'est plus le même enjeu. Donc forcément, tout ça, on voit que, en fait, il y a un côté prophétie autoréalisatrice. Comme je vous l'ai montré dans la première slide, il y a un côté, est-ce que vous vous êtes exposé à ce problème? Est-ce que vous pensez que ce problème existe? Et donc, forgez-vous une conviction, une thèse d'investissement. Est-ce que vous pensez que, du coup, le nombre de personnes qui vont croire dans la capacité de Bitcoin à préserver sa valeur dans le temps, est-ce qu'il est suffisant pour tirer le prix à la hausse, puisque la demande monte, alors que l'offre, elle, est limitée? Et en fait, si vous avez cette conviction, vous rejoignez le bateau. Ce faisant, en fait, c'est auto-réalisateur. Plus il y a de gens qui croient ça, plus le bateau, et oui, il monte. Et donc, on est dans cet effet boule de neige, où les gens de plus en plus deviennent convaincus que le Bitcoin, maintenant qu'il a 15 ans, qu'il n'a jamais été hacké, qu'il ne veut pas mourir, qu'il est décentralisé partout sur la planète, c'est peut-être quelque chose qui a une place dans un portefeuille pour préserver la valeur dans le temps. Je rajoute quelques enjeux globaux avant de vous parler de sa place dans le portefeuille. Les enjeux ESG, ça va peut-être être contre-intuitif et j'ai pas envie de... Enfin, on peut en parler dans les questions, mais si j'en parle maintenant, je vais prendre trop de temps. Mais Bitcoin a longtemps été présenté ces 3-4 dernières années comme globalement le truc qui allait détruire la planète, voire plusieurs fois la détruire. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez même remonter à 2017, où le Forum économique mondial avait titré que d'ici 2020, Bitcoin consommerait plus que la planète. Ce qui, si vous y réfléchissez 2 secondes, n'est pas possible. C'est-à-dire que ça voudrait dire que toute l'énergie de la planète est utilisée pour Bitcoin et qu'en plus, il faut miner sur Mars.
Mais ça n'a pas empêché le World Economic Forum, on ne parle pas non plus de n'importe qui, de publier ça, de dire voilà, d'ici 2020, on sera tous morts. Bon, a priori, voilà, il y a de l'électricité, tout va bien, rassurez-vous. Donc, toutes ces choses-là sont complètement de l'hystérie qui maintenant appartient au passé, autant que on a même des études scientifiques maintenant qui disent l'inverse. On a du Cornell, UCL, South Carolina, enfin je pourrais vous en citer un paquet, peer review, tout ce que vous voulez, qui arrivent après que la poussière soit retombée, qui disent mais en fait on s'est penché dessus. Et en fait, pas du tout. En fait, ce truc-là finance les renouvelables, équilibre les réseaux. Attendez, on va peut-être refaire l'analyse à zéro. Donc, on pourra faire la conversation tout à l'heure parce que ça prendrait 1 heure en soi. Mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, globalement, Bitcoin commence à être perçu de plus en plus, non pas comme le diable en personne, mais comme un des actifs en fait les plus ESG possibles. La partie S, vous l'avez vu tout à l'heure, en réalité, c'est un outil d'inclusion financière et les pays qui s'en servent, c'est les pays où il y a le plus d'exclusion financière, le moins de bancarisation et des monnaies qui sont faibles. Donc forcément, ça vient remplir des trous et servir un vrai enjeu social. Et la partie G, là pareil, je ne vous fais pas un dessin entre une personne qui vient tous les mois à une tribune pour rendre sa décision au monde entier et un outil décentralisé mondial et que tout le monde peut rejoindre. En termes de gouvernance, il y a un truc qui est un peu plus décentralisé que l'autre. Évidemment, je faisais référence aux différents meetings des banques centrales. D'ailleurs, c'est aujourd'hui le meeting de la Fed. Géopolitique, parce que évidemment, je vous parle ici d'un actif qui est neutre, qu'on peut avoir au porteur, et donc sur le commerce international, de plus en plus, il y en a qui se disent, attendez, les États-Unis, leurs dernières actions, ça a été de mettre des amendes à tous ceux qui utilisent le dollar américain et de confisquer les avoirs de gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc peut-être qu'on a besoin d'un actif neutre, un peu comme l'or en fait. Parce que si vous remontez pareil, même dans les années 60, il y avait beaucoup de débats sur est-ce qu'on ne reviendrait pas sur de l'or pur pour faire du commerce international, parce que sinon ça crée des divergences dans le commerce international où des pays comme les États-Unis peuvent s'endetter autant qu'ils veulent. De toute façon, il leur suffit d'imprimer de la monnaie pour payer leurs dettes. Donc là aussi, on voit qu'il y a des pays qui commencent à considérer le Bitcoin comme un système de paiement open source qui en fait leur permet de s'échanger entre eux hors des systèmes de paiement occidentaux, Swift, Mastercard, Visa, tout ce que vous voulez. Et donc là, c'est pareil, il y a un vrai enjeu géopolitique qui se pose pour un certain nombre de pays sur la planète et qui devrait, à mon avis, prendre un peu plus d'ampleur sur les prochaines années. Et évidemment, vous avez un enjeu qui est, lui, réglementaire, puisqu'il y a une désintermédiation de la même façon que Internet a désintermédié l'information. Ici, on a une désintermédiation des intermédiaires financiers. Et donc se posent des questions de comment la réglementation l'approche. Comment on approche cette nouvelle possibilité que nous avons de posséder dans le monde numérique, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, puisqu'encore une fois, avant, on faisait que de la dette. Comment on approche le sujet de la vie privée. Alors je vous rassure, en Europe, on a régulé d'abord, et après, on a cherché à comprendre. Et donc là, ils sont en train d'essayer de comprendre, mais on a déjà une loi qui va s'appliquer à partir de cette année et de l'an prochain. Donc ces différentes approches réglementaires sont prises sur le sujet, c'est pareil, on pourra les détailler si jamais vous avez des questions par la suite. Je connais pas mal ces sujets réglementaires. Donc si vous dézoomez un petit peu, comme je l'ai dit, le cas d'usage de Bitcoin, en fait, il dépend assez largement de l'endroit où vous vous situez dans le monde. Ça va des manifestants canadiens qui ont fait des levées de fonds en Bitcoin puisque leur compte bancaire était fermé, jusqu'au Texas qui aujourd'hui, je refais un détour par le sujet énergétique, aujourd'hui le réseau d'électricité texan équilibre son réseau à hauteur de 2 gigawatts avec du minage de Bitcoin. Donc on n'est même plus sur du POC, on est sur un truc industriel dont le réseau se sert, rémunère des gens, etc. Le Salvador en a fait sa monnaie, l'Argentine commence à l'évoquer aussi, au UK c'était Assange, Julian Assange, qui pareil, au moment où il a révélé les crimes de guerre américains, s'est fait couper tous ses comptes, donc il lui restait quoi? Bitcoin, qui en l'occurrence l'a sauvé. Snowden a été également dans ce cas-là. Enfin, en fait, on pourrait faire toute la carte, chacun y voit un petit peu ce qu'il veut y voir en fonction de sa situation. Et donc je vous le réitère, vous n'êtes pas forcément exposé à une situation qui aujourd'hui rend Bitcoin nécessaire pour vous, ça c'est sûr. Par contre, si vous êtes convaincu qu'il y a des gens qui en ont besoin dans le monde, en réalité, vous avez une thèse d'investissement. Cette thèse d'investissement, en parlant, je vais passer sur la partie Bitcoin dans un portefeuille. En fait, je vais peut-être vous surprendre, mais ça va être beaucoup plus clair si je vous fais l'antithèse d'investissement. Et vous allez voir que ça se comprend plus facilement que la thèse d'investissement. C'est quoi l'antithèse d'investissement de Bitcoin? Bitcoin n'est pas du tout pertinent si vous pensez que les banques centrales vont adopter un comportement orthodoxe de façon durable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense ça dans cette salle? Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous dis ça en plus, ça fait une semaine que, non c'est combien de jours? Je ne sais plus, mais en tout cas que la BCE a recommencé à baisser ses taux
avant même d'avoir atteint la cible d'inflation. Donc, si vous ne pensez pas que ça a 100% de chance d'être vrai, vous avez une thèse d'investissement, en fait. Maintenant, évidemment, une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas en train de vous dire all-in, la maison en hypothèque, effet de levier avec un produit Varan, on ne sait jamais, pour acheter du Bitcoin et dormir dessus. Non, je suis en train de vous dire, ça dépend. Après, vous faites votre propre analyse de votre appréhension du risque. Mais en fait, une fois que vous avez changé votre état d'esprit, vous comprenez qu'en réalité, depuis quelques années, c'est plus risqué d'avoir du Bitcoin, c'est risqué de ne pas en avoir. Et d'une certaine façon, quand vous avez du Bitcoin, vous êtes en train de vous hedger. Vous vous protégez du risque systémique, à savoir du fait qu'on va monétiser la dette jusqu'à ce que la monnaie ne vaille plus rien. Ce qui est quand même en cours depuis quelques années. Ça ne vous aura pas échappé. Donc, pour ça que je vous dis, quand on comprend l'antithèse, en fait, c'est beaucoup plus facile de se positionner par rapport à Bitcoin. C'est, est-ce que j'ai cette conviction-là? Si je ne l'ai pas, alors il faut que je me protège. Et pour me protéger, eh bien, il y a différents actifs qui le proposent. Vous pourriez aller sur l'or, par exemple, aussi. Et bon, l'or, il faut le stocker, ça peut coûter de l'argent, etc. Le Bitcoin, c'est dans votre poche. Donc ça dépend. Après, chacun se positionne. Je ne suis pas là pour vous dire que Bitcoin va résoudre la faim dans le monde, mais en tout cas, il y a un positionnement à prendre par rapport à ça. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à Bitcoin, c'est qu'il va résoudre des problèmes de diversification. Bitcoin, c'est à la fois quelque chose dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure en vous disant c'est une forme de réserve de valeur, c'est quelque chose qui vous défend du débasement qui est fait par les banques centrales, mais on pourrait aussi tenir la thèse inverse qui consiste à dire que le Bitcoin, c'est un actif tech risqué, parce que ça reste quand même du code informatique qu'on opère partout sur la planète, donc est-ce que finalement c'est pas une action du Nasdaq, est-ce que c'est corrélé? Mais en fait, ça ne corrèle à pas grand-chose. Quand on regarde la corrélation avec les marchés actions qui est en haut à droite, en fait, ça oscille, ça va de moins 0,2 à jusqu'à plus 0,4, puis ça revient à 0. Enfin, on n'est pas à 0,8, quoi. On n'est pas à 0,9. Donc c'est quelque chose qui n'est pas trop corrélé avec les actions. C'est quelque chose qui a un peu le même comportement vis-à-vis de l'or. Tendanciellement, ça commence à corréler un petit peu plus avec l'or ces derniers temps. Mais l'or, par exemple, a une qualité d'être une valeur refuge en plus d'être une réserve de valeur que Bitcoin n'a pas encore aujourd'hui. On constate que quand il y a des crises, pour l'instant, les gens continuent de vendre le Bitcoin plutôt que de l'acheter. Donc la valeur refuge, Bitcoin n'a pas encore acquise. Donc parfois, ça décorrèle aussi avec l'or. Donc à la fin, vous avez un actif en fait, qui est corrélé à pas grand-chose. Et un actif qui est corrélé à pas grand-chose, en règle générale, quand on a un portefeuille, on aime bien ça. Parce que ça vient équilibrer, ça vient réduire, contre-intuitif aussi, ça vient un petit peu réduire la volatilité que vous pouvez avoir sur vos portefeuilles. Donc ça, c'est très intéressant. Je rajoute par-dessus ça que beaucoup de gens disaient, et d'ailleurs, ça peut se justifier par rapport à tout ce que je vous ai dit juste avant, que Bitcoin, c'est un actif qui ne survit que grâce aux taux bas. Et que finalement, quand les taux montent trop, il va mourir. Bah, les taux sont montés, il a doublé. Donc, a priori, on peut mettre derrière nous cette théorie et constater que, bah non, c'est un actif un peu... Vraiment, c'est un ovni. Oui, c'est une réserve de valeur, mais c'est aussi un système de paiement. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, aujourd'hui, le marché, il ne sait pas trop dans quelle catégorie il le met. Donc, à la fin, il en fait une catégorie tout seul. En tendance longue, en tout cas, quand on regarde le prix, évidemment, je vous ai mis la courbe logarithmique qui a tendance à moins effrayer que la courbe en valeur normale. Mais ce que vous constatez, c'est que quand même, la tendance longue, elle est plutôt sur une tendance haussière. Parce que, encore une fois, oui, vous êtes exposé à des forces de marché, les gens ils achètent, les gens ils vendent. Je rappelle ici que le Bitcoin, par exemple, est un actif qui est coté 24 sur 24, 7 jours sur 7, partout sur la planète. Et donc forcément, quand vous avez des événements géopolitiques le week-end, comme on a pu l'avoir cette année, de nombreuses fois, et ben en fait, les actifs normaux, ils attendent lundi, avant de répercuter sur leur prix. Le Bitcoin, il réagit tout de suite. Et donc typiquement, quand on a eu l'affaire de l'Iran et Israël, bah, en fait, le Bitcoin, il a dévissé, il est remonté, il a redévissé, il est remonté. Et en fait, à la fin du week-end, le truc était réglé, donc les actions, elles ont fait comme si c'était rien passé. Donc il faut aussi intégrer ça dans son calcul de volatilité sur le fait que Bitcoin est coté tout le temps. Il n'y a pas de suspension de cotation, c'est pas GameStop. On ne peut pas suspendre le cours ou enlever le bouton d'achat, pour parler de certains... Voilà. Donc, on va voir aussi le sujet de la performance et du risque. Aujourd'hui, cette volatilité, elle est en tendance baissière. C'est le graphique que je vous montre en haut. En gros, c'est les différentes volatilités que vous retrouvez sur le marché. Il y a le Bitcoin, le Nasdaq, les US High Yields et les Treasuries. Et vous voyez que la courbe, évidemment, qui monte beaucoup, beaucoup plus haut que les autres, c'est le Bitcoin. Bitcoin est très volatile. Mais Bitcoin est très volatile, moins volatile, moins volatile, moins volatile. La tendance à la volatilité est à la baisse, ce qui est parfaitement évident dans la mesure où chaque année qui passe, bah, plus le marché grossit, donc plus c'est dur de faire bouger le prix. Et donc forcément, globalement, cette tendance... Si vous êtes persuadé que l'adoption va continuer,
si et seulement si, eh bien normalement cette tendance elle devrait continuer aussi à la baisse. Et donc maintenant qu'en plus on commence à avoir un track record sur Bitcoin, ce qui est bien, c'est que certains gestionnaires d'actifs commencent à dire bon bah on va regarder ce qui se serait passé en analyse rétrospective si on avait fait telle allocation de portefeuille. Et donc quand on fait ces analyses rétrospectives sur 5 ans, sur 2017-2024, sur 8 ans, sur 9 ans, sur 7 ans, bah en fait on se rend compte que des allocations de type equity, bonds, 60-40, où en fait on va saupoudrer un petit peu de Bitcoin par-ci versus de l'or, et bah en fait c'est mieux partout, quoi. Il y a des meilleurs retours, la volatilité augmente mais pas tant que ça. Le Sharpe est au-dessus de 1, donc vous prenez plus de bénéfices par rapport au risque que vous prenez. Et ça, globalement, sur pas mal de périodes, si vous regardez de manière rétrospective. Et ce que je trouve très intéressant aussi, et j'en parlais à Vincent tout à l'heure, c'est que du point de vue des gestionnaires d'actifs, parce que ça, donc, je l'ai pris chez CoinShares, donc, qui est un autre gestionnaire d'actifs, vous avez une appréhension qui fait quoi? Qui fait qu'ici, dans leur analyse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 4%, ils les ont pris sur quoi? Ils ont pris sur les bonds. Ils n'ont pas pris sur l'equity. Parce que dans la tête d'un certain nombre de gestionnaires d'actifs, Bitcoin, c'est déjà un risk-off. C'est un hedge, comme je vous l'ai dit. C'est pas un truc risqué, en fait. C'est vous vous en servez pour vous protéger. Cette analyse, par exemple, je vous ai dit en intro, les cryptos, c'est pas toute la même chose. Je ne vous la tiendrai que pour Bitcoin. La quasi-totalité des autres cryptos, effectivement, je ne vous dirai pas que c'est du risk-off. Ça, pour le coup, non, il faut aimer les montagnes russes. Pour le Bitcoin, c'est beaucoup moins le cas, parce que c'est une crypto qui est très très singulière par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Donc, aujourd'hui, par rapport à tout ce que je vous ai dit, la valeur fondamentale de Bitcoin, que j'ai essayé de vous expliquer par rapport aux problèmes qu'elle cherche à résoudre sur la monnaie fiat, les systèmes de paiement, la bancarisation, l'intermédiation, etc., etc. Est-ce que vous y êtes exposé ou non? Est-ce que vous pensez que beaucoup de gens y sont exposés ou non? Et la question d'après, est-ce que vous pensez que beaucoup de gens pensent que les gens y sont exposés ou non? Et en fait, il vous suffit de répondre oui à une de ces trois questions pour que vous ayez une thèse d'investissement sur Bitcoin. Parce que, encore une fois, ici, comme la monnaie de manière générale, c'est une affaire de confiance. Encore une fois, le dollar ou l'euro ou le franc suisse dans votre poche, il est rattaché à strictement rien. Donc la raison pour laquelle tout le monde s'en sert dans la vie quotidienne, c'est que vous avez confiance que ce truc-là fonctionne. Cette confiance, pour les monnaies fiat, elle est forcée par l'État, donc c'est plus pratique. Mais ici, on reste sur un aspect de confiance. Si vous pensez que les gens vont de plus en plus l'adopter, ben en fait, ça crée une communauté de confiance de gens qui effectivement l'adoptent. Et donc, comme la quantité est limitée, plus de gens l'adoptent, plus le prix, évidemment, suit en conséquence. Donc, ça, c'est pour la thèse d'investissement sur Bitcoin. Je clôt, il me reste 11 minutes 20 ici, et je vais commencer à prendre les questions. Merci beaucoup pour votre attention. Et je ne sais pas si je prends d'abord les questions de là, ou comment on fait, Thomas? Dans la salle. Dans la salle. Alors, prenons d'abord la salle. Merci à tous. Alors, comme d'habitude, ceux qui ont des questions, vous levez la main, on vous apporte un micro. Oui. Ça va faire une série concurrence au CBDC? Oui, alors je vais le tourner différemment. Alors qu'est-ce qu'une CBDC déjà pour tout le monde? Central Bank Digital Currency, donc c'est le thème que vous entendez de manière récurrente depuis 2019 à peu près. J'ai un avis très critique, pour ne pas dire autre chose, sur les CBDC. Mais en gros, faites l'expérience vous-même d'aller taper ce terme-là sur Google Trends et vous verrez qu'avant 2019, tout le monde s'en fout. Et après 2019, ça devient le sujet à la mode. Pourquoi? Parce qu'en 2019, Facebook dit qu'ils vont faire Libra, la monnaie qui concurrence les banques centrales. Et donc à ce moment-là, les banques centrales disent c'est pas possible, on ne peut pas rester à rien faire, donc on va communiquer autour des monnaies numériques de banques centrales. Depuis, il ne s'est rien passé, globalement, sauf en Chine, où effectivement c'est une poursuite du crédit social, donc c'est absolument logique. Mais en Europe, on travaille sur l'euro numérique depuis 2019-2020. On en est aux deuxième phase du groupe de travail de la BCE sur les monnaies numériques de banque centrale. On ne sait toujours pas quelle est la technologie qui va être utilisée. Je pense que le meilleur des scénarios serait que ce truc-là ne voit pas le jour. Et le pire des scénarios, c'est qu'ils pourraient voir le jour dans la mesure où même si ça ne sert à rien, ça ne les empêchera pas de continuer à forcer pour que ça existe quand même. Pourquoi je dis ça? Et je le dis, c'est même pas du point de vue du bitcoiner. C'est-à-dire qu'une monnaie numérique de banque centrale est un panier de contradictions. Déjà aujourd'hui, la monnaie est déjà numérique. Quand on paye, vous payez en euros, etc., ou en francs suisses, ou en dollars, peu importe, vous payez avec votre téléphone, la monnaie est numérique. Donc il n'y a rien de très nouveau. La chose qui est nouvelle, c'est la partie banque centrale, puisque comme je l'ai dit en introduction, effectivement, quand vous payez d'un compte à un autre, vous payez en monnaie commerciale.
C'est la monnaie de telle banque qui va à la monnaie de telle banque. Et donc la monnaie que vous avez aujourd'hui à 99%, sauf le cash dans votre poche, qui est effectivement de la monnaie banque centrale, le reste, c'est une monnaie qui porte le risque de contrepartie de la banque. Si la banque fait faillite, vous n'avez plus rien. Donc, prenons l'exemple de la Banque Centrale Européenne. Quand la Banque Centrale Européenne dit « je vais sortir un euro numérique », qui donc sera accessible, dans la théorie la plus folle, à tout le monde, dans son portefeuille, c'est super, c'est génial. Que disent les banques, à juste titre? Si vous faites ça, vous suicidez l'écosystème bancaire. Parce que moi, demain, vous me dites, tu as le choix entre un euro qui porte le risque de contrepartie de la BNP, de la Société Générale, de Crédit Agricole, peu importe, ou de Banque Suisse, UBS ou Crédit Suisse, par exemple, ou bien tu as l'euro de la Banque Centrale qui ne peut pas faire faillite. Qu'est-ce que tu préfères? La réponse, elle est vite répondue, comme on dit en France. Évidemment, l'euro de la Banque Centrale, qui ne porte pas de risque de contrepartie. Donc en fait, la Banque Centrale, en faisant ça, crée un bank run. Et elle le sait, puisque les banques commerciales vont déjà la voir pour lui dire « ne nous suicidez pas ». Et donc les discussions actuelles, c'est à combien on limite? Combien vous aurez le droit de posséder, en gros? Est-ce que c'est 1 000 euros, 300 euros, 200 euros? À quel niveau vous mettez en risque la stabilité financière? Deuxième contradiction, c'est que si ça doit être du cash, ça doit être anonyme. Constater, c'est pas trop la tendance de la réglementation financière que d'aller promouvoir l'anonymat. Donc la Banque centrale, c'est la seule à pouvoir faire un truc anonyme. Bah non, mais elle l'a déjà dit. Elle a dit la confidentialité ne veut pas dire l'anonymat. Ce qui veut dire, en gros, la Banque centrale, théoriquement, peut suivre tout ce que vous faites de vos euros. Donc, autre contradiction qu'elle ne saura pas résoudre, parce que techniquement, on ne peut même pas le résoudre. Donc après, c'est encore autre chose. Mais... Donc, est-ce que c'est une concurrence au MNBC? En fait, c'est plutôt une crédibilisation de Bitcoin. C'est-à-dire que Bitcoin adore avoir un némésis en face. Parce que le némésis, effectivement, c'est la version chinoise du yuan numérique, où non seulement vous avez un crédit social, mais en plus, si vous faites n'importe quoi, vous n'avez plus d'argent. Donc, moi, je le vois vraiment comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une proposition de valeur dont je comprends les risques, mais dont j'ai beaucoup de mal à voir les bénéfices, autres que ceux que la Banque centrale met en avant, c'est-à-dire capacité à distribuer de l'argent à tout le monde et à faire de l'hélicoptère money. C'est vrai. Effectivement, si tout le monde a de l'euro numérique dans sa poche, je peux appuyer sur un bouton et dire que telle et telle personne vont recevoir directement de l'argent plutôt que de passer par les banques commerciales pour la transmission de la politique monétaire. Ça, c'est vrai. Mais n'étant pas fan des politiques monétaires d'assouplissement, voilà, moi, ma perception du bénéfice n'est pas terrible. Donc j'aimerais bien ce truc-là ne voit pas le jour. Mais c'est mon avis. Voilà. Merci. De rien. Question là-bas au fond. Oui, bonjour Antonio Inda, une société d'investissement en partenariat avec Swissquote. Alors je pourrais parler pendant des heures. Moi aussi. De Bitcoin. Par contre, la chose que je veux savoir, alors le Bitcoin, ok, il est notre algorithme qui nous sert d'investissement pour prendre les décisions, ça marche très bien. Pour le Forex, très bien, ça marche bien pour le Forex, le DAX, le Dow Jones. Et quand il arrive à analyser le Bitcoin, il pète un câble. C'est pas si étonnant que ça. Alors, je voudrais savoir, vous êtes conscient que tout le marché il est manipulé, mais le Bitcoin, c'est le truc le plus manipulé de tous, et on ne sait pas qui le manipule. Enfin, on a quelques idées. Il y a très peu de monde qui manipule. Quand Elon Musk il dit OK, on peut acheter la Tesla avec le Bitcoin et ça prend 30%, et le lendemain il dit on ne peut plus l'acheter, ça perd 30%, c'est facile. C'est un jeu. C'est trop facile comme jeu. Je me demande ce que pensent les acheteurs d'obligations quand on leur a dit que les taux ne monteraient pas et qu'ils sont remontés du jour au lendemain. Je comprends. Mais c'est juste que le gourou s'appelle Powell, il s'appelle pas la volatilité du Bitcoin, elle est trop élevée. Elle est trop élevée, je suis d'accord. Et je ne peux pas acheter aujourd'hui un Bitcoin. Je suis content si j'achète une pizza avec un Bitcoin et le lendemain, je peux acheter une maison. Je suis content. Mais si on fait le contraire, que je vends une maison et le lendemain, je peux acheter une pizza... si c'est une très grande pizza... il y a un gros problème. Et donc, je voudrais... Pratiquement depuis... Je ne parle pas des autres cryptos. Je parle du Bitcoin qui c'est le plus connu. Pour le moment, le Bitcoin, il est utilisé nulle part, mis à part 500 millions de personnes et un pays. Mis à part des 500 personnes. Mais je réitère qu'en Suisse, vous êtes probablement les derniers à avoir un intérêt. Spéculatif. Purement spéculatif. Je ne parle pas de la blockchain, de toute la théorie qu'il y a derrière.
Non. Ah ouais, je suis d'accord. Je Là, croyais c'est que c'était intéressant. derrière nous tout ça. Quoi? Je réitère. En gros, aujourd'hui, alors déjà, en gros, ce que vous faites, c'est un jugement moral de dire. Non. Ah bah. Parce que moi, quand mon client il me dit je veux investir en Bitcoin, je dis tu le fais tout seul. Nous, on n'arrive pas à te donner. C'est ce que Quand je dis. il y a, pendant le samedi, entre samedi et dimanche, qu'il n'y a personne sur les marchés, et il y a une mèche de moins 10% pendant 15 secondes à 3 heures du matin, qu'est-ce qu'il passe? C'est qui Le fait marché ça? est ouvert, quoi. Oui, 15 secondes, moins 10%. Mais ça À 3 heures du matin. Ça existe sur les stocks normaux. hein, Et c'est- oui, mais quand il y a des Vous avez gros... depuis 3 ans. Quand il y a des gros problèmes comme la guerre, des gros problèmes. Mais là, il fait des mèches incroyables quand il n'y a pareil. aucun problème. GameStop, il n'y a pas eu de guerre depuis 3 ans. hein. Non mais. Oui, oui, mais- c'est- ce que. Alors, quelle est la question au final que je puisse répondre? C'est qui contrôle la crypto et pourquoi un algorithme, mathématiquement, il n'arrive pas à sortir des résultats valables sur le long terme. Mais parce qu'un algorithme que vous positionnez sur le sujet Bitcoin en lui faisant avaler des datas d'equity, il va forcément faire n'importe quoi. Aujourd'hui, le Bitcoin, je vous dis, c'est un ovni, c'est corrélé à rien. Donc si forcément vous mettez un algorithme sans l'avoir traîné là-dessus et en vous basant sur un actif qui a 15 ans, et effectivement, il y a 5 ans, c'était encore très volatile, hein, je vous le montre ici. Je ne suis pas en train de vous dire que le truc n'est pas volatile, hein, c'est pas du tout mon propos. Moi, je suis en train de vous parler de la tendance de fond. Pour la partie de chartisme et autres, ça, il faudra voir avec Vincent ce matin. Moi, je vous parle du fond. Dans le fond, quand vous me dites que c'est utilisé par personne, c'est pas vrai. Je voudrais savoir qui a du Bitcoin ici et qui l'a utilisé pour autre chose que de la spéculation. Qui l'a utilisé Alors, pour faire non, je rajoute autre chose que de la Je rajoute une spéculation. information. La réserve de valeur est une utilité du Bitcoin. Ok, merci. Alors, pas la on va question. poser une autre question. Qui a du dollar australien? Ah bah ça sert à rien. Voilà. Non, le problème, c'est pas ça. Le volume, non, il faut pas applaudir, c'est trop facile. Le volume du forex sur le euro-dollar, il fait si que l'instrument, il est beaucoup moins manipulable que le Bitcoin. Pas particulièrement. La seule chose qui est différente, c'est que le Bitcoin, effectivement, n'est pas coté sur une place en particulier. Donc aucun régulateur ne peut venir dire on stoppe la cotation ou vous m'en émettez tant sur le marché. Mais vous faites le parallèle avec l'or, il n'y a pas d'entité hors SAS ou hors GmbH qui décide d'émettre ou pas de l'or. L'or, il est coté partout sur le monde. Si vous voulez en acheter, vous en achetez. Oui, mais le volume... Je m'excuse, on fait juste un temps mort. Je veux bien, mais on va pas passer 3 heures à débattre Oui, sur le bon, sujet. on en peut reparle, débattre après. on en parle dehors. Voilà, on parle dehors. De manière tout à fait cordiale, Y évidemment. a-t-il d'autres- Mais moi aussi, je pourrais en parler des heures. Je suis très... vous l'aurez constaté. Madame au milieu. Non, bah monsieur là-bas, mais après madame. Très court. Mais c'est parce que le Bitcoin était le premier qu'il arrive à battre comme ça tous les autres coins. En partie, mais c'est pas les raisons fondamentales. C'est le premier, donc oui, il a un effet du premier entrant. Mais par rapport à d'autres cryptos, il a des vraies caractéristiques fondamentales différentes. Typiquement, je ne connais pas le fondateur, donc un moyen de pression en moins. Il y a eu ce qu'on appelle une fair distribution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de venture capitaliste qui a fait une levée de fonds pour soutenir une fondation, ce qui n'est pas le cas de la quasi-totalité des autres cryptos. Donc d'un point de vue de la décentralisation et de l'absence de contrôle par une personne en particulier, le Bitcoin est ce qui se rapproche du plus pur. D'autant plus que ce que moi je vois comme une énorme qualité, mais que beaucoup pourraient voir comme un défaut, c'est que comme Bitcoin n'a pas de lien avec le monde réel, alors ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'encore une fois c'est une preuve d'énergie, donc bon, je ne vais pas relancer un débat là-dessus, mais en gros la proposition de valeur de Bitcoin, c'est que vous puissiez être en capacité de le posséder en propre. Donc qu'il n'y ait pas de moyen de pression, c'est comme le cash, le sort de mon portefeuille, et je n'ai pas besoin de demander l'autorisation. Le fait que Bitcoin ne tire sa valeur que du fait qu'il y a quelqu'un qui a dépensé de l'énergie pour le produire, et une fois que c'est fait, il existe dans un registre mondial, mais au sein de ce registre, ça veut dire que la valeur du Bitcoin, elle est endogène au système, elle ne dépend de rien d'extérieur. D'autres jetons, par exemple, si vous avez un NFT qui représente une œuvre d'art, en fait, si je vous vole l'œuvre d'art, le NFT, il ne sert plus à rien, quoi, parce qu'il dépend du monde réel, il a un sous-jacent. Le Bitcoin n'a pas de sous-jacent. Donc, d'une certaine façon, l'intérêt, c'est que si j'ai un Bitcoin, je suis sûr que personne ne peut me le prendre, parce qu'il ne dépend pas du monde réel. Donc, quand on rajoute des caractéristiques les unes après les autres,
et qu'en plus on met que c'est le premier entrant, oui, ça en fait un truc très différent. Je terminerai en concluant par une phrase que je dis souvent, qui est un chouï caricatural, mais pas tant que ça, c'est que par rapport aux autres cryptos, en gros, Bitcoin est politique, le reste est financier. C'est-à-dire que derrière Bitcoin, il y a une conviction que vous portez sur les banques centrales, il y a une conviction par rapport au taux d'intérêt directeur, il y a une conviction par rapport au rôle de la monnaie dans la société, il y a une conviction aussi par rapport à la place de la vie privée dans les transactions, il y a des vraies convictions idéologiques, politiques. Quand vous utilisez un jeton immobilier sur Ethereum, bon, vous n'êtes pas en train de faire une révolution cypherpunk, vous êtes en train d'utiliser un jeton immobilier qui est certes plus pratique, disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7 partout sur la planète, etc., mais ce n'est pas une révolution cypherpunk. Donc c'est pas du tout le même positionnement, et c'est pour ça que je disais que quand on analyse les cryptos comme une classe d'actifs homogènes, en fait on rate le sujet. C'est comme si je vous disais on analyse les actifs. Voilà, puis je fais une analyse, et dans le tas je mets un Picasso de l'immobilier, des obligations de trésor américains et des actions. Et là je vous fais une analyse. Ça marche pas, c'est des trucs qui ne se ressemblent pas. Donc là, avec les cryptos, c'est un peu ce que les gens font, en disant le marché des cryptos. Le marché des actifs. Bon, ils sont tous très très différents. Voilà. Mais Bitcoin, effectivement, tout seul, c'est 50% de la capitalisation de marché, donc il est loin devant tout le monde. Voilà. C'est quoi? Je peux encore prendre une question? C'est fini. Bon, désolé. Bon, j'allais dire, alors c'est quand la prochaine pause? Y a pas de... Bah moi je cause et puis après. Et après, bon, je vais reste faire là vite, de je vais toute faire vite façon. comme ça. Donc si les gens sont intéressés pour discuter, de toute façon, c'est un sujet qui en règle générale est un peu clivant. Oui, je sais. Voilà, je me fais pas trop d'idées là-dessus. Moi, je veux bien me sacrifier, te laisser parler. Non, il n'y a pas de problème. Donc on pourra discuter, tous ceux que ça intéresse. Je suis très ouvert à la discussion après, que vous soyez pro, anti ou neutre, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à tous pour votre attention et à tout à l'heure.